Muy buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe. Muchas gracias por asistir, por estar aquí esta tarde. Bueno, y si queréis venir más adelante, podéis hacerlo. Vous pourrez ensuite intervenir en toute confiance. Tenemos esta tarde Alors, donc ce soir, la conferencia nous espérons que la los derechos del conférence sur les colectivo droits du collectif LGBTQIA+, mañana en el qui seminario était présent ce matin lors du en la séminaire Universidad à Autónoma y que pues l'Université bueno, Autonoma. se extienden más, cada vez J'espère hay qu'il va y también avoir de plus en plus más d'extensions siglas et de para plus en incluir plus justamente a la et de diversidad sigles sexual. pour intégrer la Y diversité sexuelle. bueno, Je con disais donc una pequeña introducción, je vais faire donc une petite introduction à ce débat los de ce soir. aspectos Les aspects relacionados con liés au genre género y et la à identidad en l'identité las dans les sociedades sociétés árabes arabes generan un intenso génèrent un debate intense donde débat où los prédominent les prejuicios y el préjugés et la desconocimiento. La méconnaissance. La reivindicación de los revendication derechos des droits humanos humains continúa siendo una continue à tarea être une pendiente tâche para qui est en muchos cours pour de ciudadanos y nombreux en particular citoyens, et para en minorías particulier como el pour les colectivo minorités comme le LGBT, collectif que LGTB, son más qui est un vulnerables. collectif Existen plus vulnérable. obstáculos en la Il ley, existe des en los obstacles à la loi distintos à niveles différents niveaux del du poder, de pouvoir, la autoridad, de en la sociedad l'autorité, misma, dans la que es société patriarcal elle-même, qui est y une que a la société vez permea patriarcale en et los qui se medios de reflète de plus comunicación, en plus en el dans les seno médias, también de la mais religión également au y sein de la de la religion familia. et de la Son famille. numerosos los Il y a desafíos donc de que nombreux enfrentan défis à en la relever actualidad et y por actuellement, ello es et c'est importante pourquoi il est analizar el papel important del d'analyser activismo le rôle de para l'activisme pour sensibilizar, educar, sensibiliser, éduquer, resistir y reivindicar. résister et revendiquer Porque el également. avance de Parce que minorías como el l'avancée colectivo dans la LGBT, défense des aunque para minorités comme le muchos collectif parece LGBT, marginal qui y poco prioritario, pour de nombreuses personnes también est marginal repercute en las libertades et individuales de peu todas las prioritaire, donc a ciudadanas des y los répercussions ciudadanos sur les libertés de esos individuelles países. des citoyens et des Como citoyennes de ces seguramente pays. sabrán, entre Vous el le savez 23 de certainement, junio y entre le el 2 de 23 juin julio, et le 2 Madrid juillet, se convierte en la est capital mundial de la devient la lucha por la capitale mondiale de libertad la y la lutte pour diversidad la sexual, liberté et la ya que diversité acoge con sexuelle, orgullo puisqu'elle mundial el accueille World le Pride World Pride de este año. 2017. Y a nosotros, a Casa Árabe, Et nos ici, complace à la Casa justamente Árabe, nous sommes unirnos ravis a la de iniciativa nous de la Comunidad de unir à Madrid, cette initiative de la région de que es parte Madrid, de nuestro qui, consorcio, qui fait en el que partie de también nos participan el consortiums, qui Ayuntamiento, participe, donc el la Ministerio de Asuntos mairie, le ministère des Exteriores Affaires étrangères y participe aussi, la Junta de ainsi Andalucía que y el la région Ayuntamiento de de l'Andalousie, Córdoba. de Cordoue en particulier. Nos Et alegra donc nous podernos unir sommes a esta ravis iniciativa justamente para poder romper de nous barreras unir à y cette generar initiative un espacio pour de rompre des encuentro y de barrières et générer un discusión, espace de pero rencontre et de también de discussion, mais conocimiento aussi de y de connaissance et de reconocimiento. reconnaissance. Voy a introducir Donc a je vais présenter Hafez Trifi, que Rafet es miembro Trifi, del qui est comité membre du ejecutivo comité de DAMJ, la exécutif de Asociación DAMJ, Tunisina por la l'association Justicia y tunisienne la pour la Igualdad, justice et que l'égalité, trabaja sobre los qui derechos travaille sur les humanos droits de las humains des personas personnes LGBTQI en Túnez. LGBTQI Ha participado en en mesas Tunisie. redondas Il a sobre participé à de homosexualidad y nombreuses religión y sobre tables la rondes sur l'homosexualité et la anticonstitucionalidad del religion, artículo sur 230 del Código l'anticonstitutionnalité Penal de de l'article Túnez, del cual 230 du Code pénal de seguramente Tunisie. nos hablará Il nous en esta parlera très tarde. certainement tout à También l'heure. es miembro de la Il est coalición également membre de la coalition LGBTQI en Túnez, del colectivo de las LGTBQI libertades en individuales Tunisie, du y fue collectif des director de la libertés oficina del individuelles, voto et il a de été la instancia directeur du superior bureau de independiente vote de para l'instance las supérieure elecciones indépendante en pour les élections 2014. en Ha 2014. participado en la Il a elaboración de participé varios également à informes sobre la l'élaboration de plusieurs situación rapports sur la de los situation des derechos droits humains humanos de las des personnes personas LGBTIQ. LGBTQI y de QI, hecho pardon. nos hablará también Ensuite, sin duda del informe et il nous que parlera très también acaban certainement aussi de terminar de rapport en qui vient Túnez. de Y para terminer en Tunisie. Et digamos, pour finir, dinamizar y hablar con él sobre enfin, esto. pour répondre Hemos et invitado a dynamiser un Álvaro peu le débat, Zamarreño, que es nous avons invité redactor de M. información Álvaro internacional en la cadena Samareño, SER, qui est rédacteur desde el año d'information 2006, donde ha internationale à trabajado la Cadena especialmente SER en países depuis árabes, 2006, cubrió où il la a crisis travaillé de spécialement dans les refugiados pays arabes. iraquíes en Siria Il a en el año couvert la crise des 2007, la réfugiés revolución irakiens egipcia en en Syrie en 2011, 2007, la el révolution asedio a égyptienne en Gaza, 2011, desde donde le siège avec participó de desde el Gaza, primer programa et de radio depuis, il desde la a franja participé de également au una premier programme de radio radio extranjera y fait ha depuis la cubierto la frange situación de Gaza, dans de une radio refugiados sirios en étrangère, Jordania, Voces de Líbano, Gaza. Irak Et o il a las couvert la Islas situation Griegas. des réfugiés syriens en Bienvenidos a Jordanie, ambos au y Liban, muchas gracias en por Irak estar et les aquí. îles grecques. Merci Daremos comienzo beaucoup, entonces al bienvenue à formato tous un les poco deux. más On de peut donc entrevista, démarrer sous más que forme de clásico peut-être de d'interview panel, plus exposición que primero d'exposition y classique. luego preguntas. Et ensuite, Pero nous por pourrons supuesto laisser que la place aux esperamos la questions participación et nous espérons bien sûr del público que vous con allez con vuestras participer preguntas. grâce à vos questions. Así que adelante, Álvaro. Voilà, je vous laisse la Muchas parole, gracias, Alvaro. Karim. Merci En beaucoup, esos Karim. primeros minutos, decirnos si la técnica funciona Alors, bien, d'abord, porque est-ce que tengo la cabina de la interpretación, technique no fonctionne tiene bien? problema Il n'y a pas de problème para que apparemment llegue pour la el traduction. audio. Voilà. Como parece que ha bajado un poquito el Donc, calor, animaos a que os il sentéis un poquito más semblerait si qu'il se queréis, fasse un peu moins chaud. Si dado vous que voulez vous hay rapprocher un petit espacio en peu, la il y a de la sala. place.
Alors, je crois que c'est très important qu'une institution de diplomatie publique comme la Casa Árabe soit présente dans les débats qui sont dans la société et qui soit une des institutions qui, ces jours-ci à Madrid, ouvre à la rencontre, à la réflexion, au débat. Et j'espère que d'une certaine manière fasse partie de cette lutte sociale en ce qui concerne l'application des droits humains, en ce qui concerne la liberté d'orientation sexuelle et d'identité sexuelle et de genre. Et je crois que malgré certaines institutions qui sont assez têtues, eh bien, on va parler d'une réalité qui est incontestable et qui plus ou moins, et qui peut-être aura un format final ou d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de diversité, mais je crois que certaines réalités vont s'imposer, puisqu'elles existent déjà dans nos sociétés et également dans le cas de nos sociétés voisines dans le sud de la Méditerranée, dont on va parler ce soir. Alors, Karim disait tout à l'heure que ce matin, il y avait une première conférence, dans la conférence sur les droits humains, qui fait partie donc de cette Gay Pride mondiale. Eh bien, c'est une approche un petit peu semblable à celle de ce soir, qui était plus peut-être semblée sur l'islam et les musulmans. Nous allons plutôt parler d'une réalité arabe. Donc, il y a des espaces qui sont partagés, mais il y a des différences aussi. Et notre intervenant de ce soir est déjà intervenu ce matin, mais il va ce soir nous montrer comme c'est un thème complexe, qu'il y a des approches différentes, comment on travaille sur les préjugés, l'ignorance, les stéréotypes qui existent, avec des acteurs qui sont peut-être parfois plus intéressés dans ces débats, à attaquer les sociétés arabes, plutôt que d'écouter la voix des Arabes qui parlent d'eux-mêmes ou de leur propre réalité. Mais je crois qu'il faut dire également que parfois, il y a une tentative de la part pour contrecarrer ce discours, pour parler de géopolitique, de la colonisation, du processus de décolonisation. Et tout ça fait qu'à la fin, on oublie ce qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on parle de la liberté individuelle et de l'obligation des États de protéger ces libertés des citoyens, dans un sens large. Je crois que justement, cette lutte pour que l'État passe à reconnaître ces sujets presque des délinquants et soit des citoyens protégés, eh bien, c'est ce qui se passe actuellement en Tunisie, qui est un pays depuis 2011 et dans un processus de changement très important dans de nombreux aspects. Et les associations LGTBI ne sont pas étrangères, bien sûr, à ces processus de changement. Il y a des avancées très intéressantes, par exemple le fait d'avoir un panorama assez divers d'organisations, même pour certaines d'entre elles légales, de la création également, d'abord la première coalition dans le monde arabe, d'associations de lutte pour les droits et je vais le dire qu'une fois, des gays, lesbiennes, transsexuels, bisexuels, intersexuels, mais il y a encore cette problématique légale, puisque la Tunisie est un pays où il y a des choses très intéressantes qui se déroulent actuellement, où il y a beaucoup de voix activistes. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui Afid avec nous, et comme le disait Karim, qui est membre de l'association tunisienne pour la justice et l'égalité, qui est dans cette coalition, et j'imagine qu'il parle au nom donc de cette coalition aujourd'hui. Et d'abord, je souhaite te remercier. Merci de partager cette expérience activiste avec nous, l'expérience de travail en Tunisie, à l'intérieur de ces associations. Et la première question donc, que je vais te poser, c'est quelle est l'importance pour le travail que vous réalisez de pouvoir être présent dans ces activités qui se déroulent à Madrid cette semaine pour que votre voix arrive de manière directe, sans qu'il y ait de malentendus ou de préjugés qu'il y a sur ces sujets en particulier. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend bien ou pas. Ça va? Ça marche? ¿Se escucha bien? Vale, ok. Un poco bajo, parece que dicen. Donc, comme activiste et comme représentant de mon association, donc l'association Damj pour la justice et l'égalité. Espera, porque parece que no está. Sí, ahora sí. Ahora os oímos. Vale.
D'accord. Donc, je représente ici l'association Damj pour la justice et l'égalité et aussi la coalition LGBT QI en Tunisie. Donc, ce que ça représente pour nous, en fait, Orgoglio 2017 à Madrid, c'est montrer qu'on est là, montrer notre fierté aussi, témoigner de notre vécu et voilà, partager notre expérience avec d'autres participants, d'autres personnes. Donc, voilà. Parmi ces expériences, vous insistez beaucoup sur l'importance des aspects légaux. Et en l'occurrence, au Tunisie, vous menez une bataille légale très importante, l'article 230 du Code pénal tunisien qui punit le délit de sodomie. Et un autre combat légal, c'est supprimer les examens de l'anus et des génitales. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette bataille légale à laquelle vous faites face et en Tunisie, disons que c'est le chemin le plus important, donc, si je comprends bien. En Tunisie, depuis la révolution de 2011, on a eu certains acquis. Donc, parmi les acquis, on a un grand gain en matière de liberté collective. Liberté collective, ça veut dire la liberté d'expression, liberté d'association, liberté de manifestation. Ceci dit, les libertés individuelles restent dans un état à critiquer encore et à améliorer surtout. Parmi ces libertés individuelles, on va évoquer la situation des personnes LGBT qui restent critiques, qui restent sensibles et voilà. Depuis la Révolution, on a eu en 2014 la nouvelle Constitution de 2014. Donc la nouvelle Constitution, elle est venue avec certains articles qui n'ont jamais été aussi présents dans d'autres textes de loi avant la Révolution. Dans cette Constitution, on va noter 3 ou 4 articles qui retiennent particulièrement notre attention pour le bien de la communauté LGBT. Donc l'article 21 relatif à l'égalité et la non-discrimination, la protection de tous les citoyens sans discrimination aucune. Après, on a l'article 23 et 24 qui protègent l'intégrité physique, la dignité humaine, qui condamnent les actes de torture. Et l'acte de torture, la condamnation n'est pas laissée tomber avec le temps. Donc il n'y a pas de précision de période d'année. On a aussi la protection de tout ce qui est données personnelles, inviolabilité du domicile, de correspondance, d'intégrité physique et de dignité humaine. Donc ces 3 articles articulent réellement notre argumentaire constitutionnel en Tunisie, donc local. Après, on a aussi un autre article qui est l'article 49 dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais c'est un article qui vient réguler à la fin du chapitre qui se rapporte aux libertés individuelles et qui dit qu'est-ce qui est permis pour limiter certaines libertés. On va noter grosso modo donc la sécurité de l'État, la santé publique, grossièrement c'est ça. Après, nous, ce qu'on a en Tunisie, c'est que la Constitution, elle constitue le haut de la pyramide légale. Donc, juste en bas de la Constitution, on a tous les engagements de la Tunisie, internationaux, comme les conventions, les déclarations et les traités, auxquels la Tunisie s'est engagée à respecter, comme la charte de lutte contre la torture, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Donc on en a signé et on a ratifié plein d'elles. Reste à harmoniser tout ça avec les lois organiques qu'on a, les lois qui sont applicables sur le terrain. Donc à savoir les différents codes, que ce soit le code pénal ou autre. Donc, ce qui pose problème pour la communauté LGBT sur le cadre légal, c'est principalement l'article 230, mais pas uniquement. Donc, on a l'article 230 qui, dans sa version française,
condamne la sodomie. Il faut rappeler que l'article 230 a été instauré en 1913 par le protectorat français. Donc il découle du code d'indigénat qui a été instauré avant cela, avant de 2 années. En tout cas, ce code-là, après l'indépendance, a été traduit. Donc il est devenu le code pénal tunisien, mais en langue arabe. Et la langue arabe prévaut sur les autres langues, prévaut sur le français. Donc la langue arabe, elle parle de condamnation d'homosexualité et masculine et féminine d'une peine de prison allant jusqu'à 3 ans. Bien sûr, dans le cadre de 2 adultes consentants de même sexe, dans un cadre privé, pas dans le milieu public. Donc on a cet article qui est discriminatoire en lui-même, et après on a aussi comment appliquer cet article-là. Donc toutes les procédures d'arrestation ou on va dire d'application de l'article. Donc entre autres, on a le juge d'instruction, il va perquisitionner un médecin légiste pour que le médecin légiste fasse subir à un citoyen le test anal. Donc le test anal qui est un examen médico-légal utilisé de mauvaise manière pour prouver que telle personne a eu des pratiques de sodomie, donc des pratiques homosexuelles. Ce test-là, il est considéré comme un acte de torture par la Commission de lutte contre la torture que la Tunisie a ratifié. Il est considéré comme un acte inhumain et dégradant. Donc, il est en général pratiqué, les officiels tunisiens disent qu'il est pratiqué avec le consentement des personnes, alors qu'on sait très bien qu'en Tunisie, le consentement, on l'obtient très bien avec un peu de torture, des menaces, on tabasse les personnes et on les oblige à signer un consentement, qui n'est pas du tout donc un consentement éclairé, finalement. On est en train aussi de parler pas uniquement de cet article 230 et du test anal, mais aussi des articles apparentés à l'article 230, donc à savoir l'article 226, 228 et 231 du Code pénal tunisien, qui sont relatifs à l'atteinte aux bonnes mœurs, à la prostitution et au racolage. Donc tous ces articles-là sont appliqués sur les personnes de la communauté LGBT. Par exemple, l'article qui correspond au racolage est en général appliqué sur les personnes travesties, donc qui se travestissent. On a les articles d'atteinte aux bonnes mœurs qui sont appliqués sur les personnes trans ou sur toute personne à apparence non conventionnelle, on va dire, si une fille qui est trop masculine, donc une lesbienne qui est masculine, ou un garçon qui est efféminé et qui est gay, et donc voilà. Donc tout commence par là. Les arrestations sont le plus souvent sur des délits de faciès. On commence par violer le domicile, puisqu'ils rentrent chez les gens sans autorisation du procureur ou du juge, et ça constitue une violation du domicile. On a aussi après, on oblige les gens à ouvrir leur téléphone, leurs applications, à donner leurs codes, les codes de sécurité, donc les passes. Après, on a aussi intrusion dans tout ce qui est, donc tout ça c'est une intrusion dans que ce soit les correspondances ou les données personnelles, qui ne sont plus protégées quand on a ce genre de pratiques, sachant que ces pratiques sont condamnées par la Constitution, comme je l'ai dit précédemment. Donc après, il y a l'application de l'article 230 par le test anal. Donc le test anal qui est un acte de torture, on revient à l'article 23 qui protège l'intégrité physique et la dignité humaine. Et donc, grosso modo, pour tout ce qui est loi, on a tout ça. Après, on a aussi d'autres lois, mais qui ne concernent pas directement ou uniquement les personnes LGBT, mais on y viendra après, donc, concernant les lois d'association et tout. Donc en fait, une partie du travail législatif que vous faites, vous devez le faire avec les partis politiques. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du dialogue que vous avez avec eux, comment il se passe. Est-ce que vous avez la sensibilité, l'impression que ces partis politiques ont une sensibilité avec
cet aspect, cette thématique, et qu'est-ce qui se passe dans le privé et dans le public? Donc, notre organisation et les autres organisations de la coalition LGBT faisant un certain travail de sensibilisation et de plaidoyer. Je vais commencer par le travail de sensibilisation et je vais en venir au plaidoyer auprès des décideurs. Donc, le travail de sensibilisation consiste à sensibiliser que ce soit les personnes de la communauté LGBT sur leurs droits, sur ce qu'ils ont le droit de refuser ou le droit d'accepter. Donc, comment procéder lors d'un interrogatoire ou lors d'une arrestation, comment se protéger, protéger les mots de passe, donc tout ça, ça se fait avec des spots vidéo qu'on met dans les réseaux sociaux, que ce soit aussi avec des guides qu'on distribue, des guides de sécurité. On les sensibilise aussi par rapport à leur droit à avoir un avocat lors de l'interrogatoire, ce qui est un plus et en fait, une nouveauté par rapport à ce qui se passait avant la Révolution. Donc leur droit aussi d'avoir accès à un médecin lors de l'arrestation ou de l'incarcération, leur droit de refuser tout examen médico-légal ou tout autre examen, de refuser aussi de signer avant de lire tout procès-verbal, parce que si on va tout tabasser et tu vas signer directement, c'est considéré légalement en Tunisie comme un consentement éclairé. Donc on essaie de sensibiliser les gens de ne pas le faire. Après vient le travail sur tout ce qui est décideurs. Donc les décideurs qui sont, que ce soit les politiciens, donc le gouvernement, allant du président à ses conseillers, au ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère de la Santé. Ça va aussi auprès des députés qui sont les législateurs. Donc l'Assemblée des représentants des peuples a une certaine notoriété à proposer des lois ou à changer des lois qui sont existantes. Donc on essaie de faire ce travail-là, de partir les voir, avec un argumentaire bien construit qu'on a préparé depuis qu'on a la Constitution d'ailleurs, et même avant avec ce qu'on avait avant, mais on l'a actualisé. Et on essaie de les pousser à parler de l'article 230 ou de ces articles-là qui sont discriminatoires, le 226, 28 et 231. Donc, à part les députés ou représentants du peuple, on a aussi les corps officiels. Donc, par exemple, on a la AICA, qui est une instance constitutionnelle qui régule le secteur de l'audiovisuel en Tunisie et qui a un pouvoir, on va dire, régulateur ou modérateur sur tout ce qui se passe dans les médias. Donc, on fait appel à eux à plusieurs reprises, que ce soit par des rapports ou des plaintes. Parfois on est écouté, parfois on ne l'est pas. Donc ça dépend des périodes. Après, on a aussi tout ce qui est corps de métier. Donc les corps de métier comme le Conseil d'ordre des médecins en Tunisie, qui est souverain, qui n'est pas dépendant de juridiction autre que le Conseil qui organise le travail des médecins, surtout par rapport à la médecine légale et aussi pour les médecins psychiatres et les psychologues, donc les sexologues aussi. On y viendra pourquoi on fait ce plaidoyer auprès d'eux aussi. Donc on essaie de les sensibiliser pour interdire à leurs médecins de faire ce genre d'examens médico-légaux sans prévenir les gens, sans prévenir la personne concernée, apprendre à rédiger une conclusion de l'examen qui soit respectueuse, qui ne va pas à l'encontre du bien de la personne. Donc, en gros, on fait tout ça. Precisamente en los últimos meses habéis tenido un avance importante en este campo y es esa recomendación hecha por lo que sería el equivalente al colegio de médicos recomendando la prohibición. Le
les médecins donc ont fait cette recommandation. J'aimerais que vous nous parliez de ce travail que vous faites avec les médecins et à quel point ils sont réceptifs aussi, et si vous pouviez nous donner un exemple pour voir qu'il y a un changement ou pas dans les lois, mais est-ce qu'au niveau des professionnels qui sont organisés, est-ce qu'il y a des avancées dans certains corps de métier? Par rapport à tout ce qui se rapporte au corps médical. Donc, on essaie, notre principale recommandation, c'est l'arrêt de pratique de tests anal, donc d'examen médico-légal dans le cas de preuves de relations homosexuelles entre deux adultes consentants et dans un cadre privé. Parce que tous les cas d'arrestation qu'on a, toutes les personnes qui ont été arrêtées ont subi ce test-là contre leur gré et parfois même en présence de policiers pendant cet examen, parfois même menottés et tenus par des agents de police, donc, et en présence d'autres personnes dans le lieu d'examen, ce qui est carrément dégradant et voilà. Donc, ce qu'on essaie de les sensibiliser par rapport à, c'est considéré comme un acte de torture déjà, ce n'est pas éthique, donc c'est contre l'éthique du métier lui-même qui sert à protéger le patient et ne pas lui causer de tort par une conclusion médicale ou un examen, et aussi par rapport au serment d'Hippocrate, donc, qui prône le secret médical. Donc, quand on a des données médicales sur quelqu'un, on ne doit pas les évoquer, si ce n'est pour le bien de la personne. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du bien, puisque la personne va se retrouver en prison juste après, et après la prison, sa vie va totalement changer, non seulement de par son séjour, mais aussi de par ses papiers, parce que son casier judiciaire va être marqué à vie par une affaire de mœurs, donc d'homosexualité, et qui ne va jamais quitter son casier judiciaire. Du coup, il ne pourra plus jamais avoir accès à un travail, par exemple, dans le secteur public, et de plus en plus, les secteurs privés demandent à ce que le casier judiciaire soit vierge, donc, ce qui pose problème. Donc, on essaie de sensibiliser ces médecins-là à faire cela. Donc, déjà, on a le conseil d'ordre comme cible, aussi le groupe des médecins légistes, mais aussi le groupe de sexologues, de médecine psychiatrique aussi, et de psychologues. Pourquoi on se dirige aussi vers ces personnes-là? Parce qu'il y a une pratique qui est de plus en plus remarquée, qui est courante, qui a toujours été courante, mais maintenant on en parle depuis la Révolution, c'est les thérapies de reconversion. Donc, les familles, quand elles se rendent compte que leur enfant, que leur fils ou leur fille est homosexuel ou bi, ils essaient de le guérir, parce que dans leur imaginaire, l'homosexualité est encore une maladie. Donc, ils essaient d'aller les soigner, et on a encore, je ne veux pas généraliser, mais une bonne partie des psychiatres, des psychologues et des sexologues en Tunisie pratiquent ce genre de conversion, que ce soit par des médications, par des thérapies qui ne vont mener à rien, qui vont causer que du tort à leurs patients. Donc, on essaie aussi de les sensibiliser à arrêter ce genre de thérapie. Après, tout ce qui est corps médical, on a aussi tout ce qui est gouvernemental. Donc, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'est important que le ministre et son cabinet soient sensibilisés à cette cause-là, parce qu'en Tunisie, si le ministre de la Santé, il est de sa juridiction de sortir un moratoire pour arrêter l'application ou l'inquisition des médecins légistes pour pratiquer des examens médico-légaux dans des affaires d'homosexualité, donc dans le cadre de l'application de l'article 230, ce qui est une autre piste aussi pour gagner un peu de temps. Donc, ce moratoire nous permettrait de gagner un peu de temps. Après tout ce qui est médical et tout ce qui se rapporte au test anal, donc on se dirige vers les officiels, que ce soit les partis politiques, comme je l'ai dit, donc l'Assemblée des représentants du peuple ou le gouvernement en lui-même, donc le ministère de la Justice et président et ministre des Affaires
des relations avec la société civile, de droits humains, etc. Donc on essaie de les sensibiliser parce qu'ils ont la possibilité de changer les lois, de proposer d'autres textes de loi ou d'abroger des lois déjà existantes. Donc nous, depuis qu'on a l'adoption de la Constitution de 2014, donc, on a fait la recommandation de l'abrogation de l'article 230 et des autres articles. On ne veut pas que ce soit abrogé, on veut que ce soit harmonisé avec la Constitution et les engagements de la Tunisie à l'échelle internationale, de par les différentes chartes, les différents traités et conventions signés et ratisés par la Tunisie. Donc il est du devoir du législateur tunisien d'harmoniser le code pénal, donc les textes pratiques, les textes organiques, avec la Constitution qui constitue le sommet de la pyramide et les engagements internationaux de la Tunisie. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, en mai 2017, on a eu l'examen périodique universel sur la situation des droits humains en Tunisie et on a émis un rapport spécifique sur les droits des personnes LGBTQI. Il y a eu 22 recommandations qui ont été émises pour la Tunisie, donc pour les représentants du gouvernement qui étaient présents à Genève donc, lors de cet examen. Sur les 42 recommandations au total sur les droits humains en Tunisie. Donc des 22 recommandations, ils n'ont tenu qu'une seule recommandation concernant le test anal. Mais il n'y a pas eu encore suite. Donc on va voir s'il va être adopté en septembre ou pas. Mais pour toutes les autres recommandations, donc les 21 autres, concernant la discrimination, concernant l'article 230, concernant toutes les autres discriminations légales, on va dire, ou institutionnelles, ça n'a même pas été notifié ou accepté par le gouvernement tunisien. Donc le travail reste énorme avec le législateur, sachant qu'en Tunisie, on a la tradition ou l'histoire que le législateur est toujours avant-gardiste, comme en matière d'interruption volontaire de la grossesse, par exemple, en matière d'adoption, en matière de divorce, en matière de monogamie, en matière du statut personnel en général qui régit tout ça. Donc, Dans ce dialogue que vous avez, vous parlez des députés, des législateurs qui font les lois. Je comprends que changer la position d'un parti politique, c'est quelque chose de compliqué. Mais dans ces réunions que vous avez avec eux, la perception que vous avez, c'est qu'il y a une certaine compréhension de leur part de votre problématique et une prédisposition d'une manière ou d'une autre pour chercher un peu des manières d'effectuer des changements. Ça dépend en fait ça dépend du lieu et du moment. C'est aussi simple que ça. Par exemple, je cite l'affaire de Malouane, donc en fin 2015, qui a été hyper médiatisée, qui concerne un jeune de 21 ans, un jeune étudiant qui a été arrêté pour homosexualité. Donc on a fait une mobilisation énorme et tout ça, qui a poussé en fait le ministre de la Justice à répondre lors d'une interview et à dire que l'article 230 est non constitutionnel et qu'il faut trouver une solution et qu'il faut l'abroger. Donc c'est quand même un représentant du gouvernement et c'est le ministre de la Justice. Donc 2 jours après, il y a eu le président de la République, donc M. Beji Caid Sebsi, qui était en visite officielle en Égypte et qui a répondu à une interview en disant que les propos de M. Salah Ben Issa, donc l'ex-ministre de Justice, n'engageaient que lui et n'engageaient pas du tout le gouvernement. Et au bout de quelques semaines, ce ministre-là a été abrogé et Monsieur le Président avait bien précisé dans cette interview en Égypte que l'article 230 ne va pas être abrogé pour le moment, ne va pas être abrogé tout court. Après, si on suit un peu le contexte des déclarations des officiels ou des politiciens, je prends par exemple le cas du président du parti Ennahda, qui est le parti religieux en Tunisie, donc, qui a été au pouvoir depuis la Révolution.
avec une bonne masse de députés ou de représentants au sein de l'ARP, de l'Assemblée. Monsieur Lachel Ranouchi, donc, quand il est interviewé en France ou en Europe, il dit que voilà, il est contre l'intrusion dans la vie privée et que les affaires d'homosexualité ne concernent pas la vie publique, et donc il est contre ces pénalisations, ces condamnations ou ces emprisonnements carrément. Mais après, on a d'autres représentants et des leaders du même parti qui se permettent, que ce soit dans des interviews ou carrément sous la coupole de l'ARP, donc de l'Assemblée, de dire que l'homosexualité c'est une maladie, d'appeler à la violence et à la haine à l'égard des personnes LGBT. Par exemple, je cite aussi du même parti M. Semir Dilo, donc, qui était depuis 2011 jusqu'à 2013, je crois, donc le ministre des Droits humains, et qui traitait les homosexuels de malades. Et donc on a une certaine ambiguïté chez les politiciens. Après, on a certaines relations avec certains partis politiques qui sont progressistes mais qui ne manifestent aucun soutien public en fait, à cette question-là, ne sont pas concernés ou ne prennent pas de position claire. Je ne vais citer que deux partis politiques, donc un dans les jeunes de ce parti, donc le parti El Massar, donc qui est un parti de gauche, qui avait sorti un communiqué de presse, donc c'est les jeunes de ce parti-là, et qui ont poussé le président du parti à faire quand même une conférence de presse et à réagir, pas uniquement par rapport à l'application de l'article 230, mais à plusieurs lois liberticides. Donc, c'était M. Semir Bottaïb. Après ça, il y a eu uniquement la réaction de Jebha, donc le parti d'extrême gauche, qui ne s'est pas du tout manifesté, que ce soit par son président ou par ses leaders, mais par les jeunes de ce parti-là qui sont en France, donc des Tunisiens vivant en France. Donc, ce qui n'a pas énormément de poids ou de force de pression en Tunisie réellement. Donc, voilà grosso modo pour les politiciens, quelle réaction on a avec eux. Donc, Ce matin, déjà, tu te plaignais, tu disais que les partis de gauche tunisiens sont très conservateurs. À quoi est due cette position de ces partis qui devraient être davantage du côté de l'avant-garde? Mais ici, on voit qu'ils ne se prononcent même pas. Je ne pourrais répondre à cette question parce qu'on ne trouve pas de relation de cause à effet par rapport à leurs principes. Ils prennent l'égalité, ils prennent la non-discrimination, ils prennent certaines libertés, et finalement ils se retrouvent à soutenir ce genre de pratiques. Pas soutenir publiquement, mais par leur silence. Donc le silence d'un parti politique ou d'une autorité fait d'elle un complice. Donc on ne comprend pas pourquoi ils le font. Ce qu'on essaie de faire, c'est de les mettre face à leurs responsabilités, de leur donner nos rapports sur la situation réelle et du terrain. On rapporte ce qui se passe en réalité, que ce soit dans le cadre de toutes sortes de discriminations que vivent les personnes LGBTQI, pour qu'ils puissent s'en rendre compte réellement et mener le combat avec nous. Voilà, pour essayer d'augmenter la force de pression sur eux. Ce n'est pas un secret, on sait que chaque fois qu'on fait des études sur les tendances sexuelles d'un pays, dans les pays arabes, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le cas de la Tunisie, on pourra en parler d'autres pays, ensuite d'autres pays arabes, mais qu'est-ce qui peut, d'après toi, permettre des changements de la société civile par rapport à toutes ces questions? Essayer de réduire le rejet qui existe, essayer d'impulser l'acceptation et la défense des libertés. D'accord. Donc avant d'arriver à ce point-là, il faut que je précise quelle sorte de discrimination ou de stigmatisation vivent les personnes LGBTQI en Tunisie. Donc toutes ces discriminations, on en a parlé sur le cadre légal.
sont là. Donc c'est une discrimination, on va dire, ou une violence exercée à l'égard de ces personnes-là de façon institutionnelle. Après, il n'y a pas que ça. Donc on a aussi le discours des médias, comme je l'ai dit, des politiques, donc des représentants de partis politiques, mais aussi de certains artistes. Certains artistes se permettent dans des émissions télévisées ou radio ou même dans des productions audiovisuelles de porter du tort à la communauté LGBT et voire même appeler à la violence à l'égard des personnes, à la haine et voire même au meurtre des personnes LGBT. Il n'y a pas que les artistes qui le font. Bien sûr, ce n'est pas tous les artistes tunisiens qui se permettent ça, mais il y a aussi les hommes de religion. Donc les hommes de religion, les imams. Donc on a l'exemple d'un imam de Sfax, en fait, qui a appelé lors d'un prêche de vendredi, qui a été retransmis en direct dans une chaîne télévisée et sur les réseaux sociaux, qui a appelé à jeter les homosexuels du haut du plus grand immeuble, du plus haut immeuble. Et donc c'est vraiment de l'appel au meurtre. Ce n'est pas uniquement la haine ou la violence, mais c'est un appel au meurtre. Donc ce qu'on fait, c'est on a porté plainte contre la chaîne et l'imam lui-même. Donc, mais jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Donc tout ça crée que toute cette discrimination ou ces violences-là vécues par les personnes sont quelque part légitimées, que ce soit par le discours des politiques ou des artistes ou des personnes publiques ou même des religieux, donc par le discours religieux lui-même, qui a une place assez prédominante en Tunisie, mais aussi dans tout le monde arabe. Je vais aussi évoquer la question des droits socio-économiques. Donc, les personnes LGBTQI vivent une discrimination de leurs droits socio-économiques. Je vais commencer par énumérer quelques accès à certains droits. L'accès à la justice est impossible à avoir puisque une personne homosexuelle ne peut pas aller porter plainte même si elle s'est fait agresser par un homophobe ou par un simple braquage parce qu'elle se retrouve, elle, accusée d'homosexualité. Donc de victime, elle passe à accusée. Donc l'accès à la justice est absent. On a aussi tout ce qui est accès à la santé. Des personnes se retrouvent refusées de leur droit à être soignées ou consultées ou avoir des prescriptions. Je vais citer le cas de lesbiennes, par exemple, qui partent chez un gynécologue dans l'hôpital. Donc, depuis la porte d'entrée de l'hôpital, on commence par le concierge, après c'est le guichet d'inscription, après c'est l'infirmier ou la sage-femme, et ça va aussi jusqu'au médecin lui-même qui lui disent mais vous, madame, vous êtes masculine, vous êtes lesbienne, vous n'avez pas besoin de ça, il y a d'autres personnes qui valent mieux et qui ont plus besoin de ce traitement-là, donc il les jette carrément dehors. Je vais aussi citer le cas des personnes trans. En Tunisie, ils n'ont aucune reconnaissance officielle dans les papiers. Donc aucun papier officiel ne reconnaît le changement de sexe ou la transition. Donc ces personnes-là essaient quand même de se retrouver, de retrouver l'identité qu'ils veulent et avec le physique qui va avec. Donc on a un circulaire qui interdit aux médecins tunisiens de faire des prescriptions d'hormonothérapie à ces personnes-là. Du coup, les personnes trans en Tunisie se retrouvent obligées à avoir recours à l'automédication avec tous les méfaits qu'il puisse y avoir. Donc, ceci témoigne d'un refus d'accès à la santé qui est indéniable chez ces personnes-là. Je ne parle même pas de refus d'accès à une identité, le droit d'avoir une identité. On a aussi tout ce qui se rapporte au droit à l'éducation. Des personnes se retrouvent expulsées, renvoyées de leur milieu éducatif, que ce soit les collèges, le lycée ou même les universités. On va citer le cas de certains des 6 de Kerouan. C'est aussi une affaire qui a pris de l'ampleur et qui a été bien médiatisée en Tunisie, qui parle de 6 jeunes de Kerouan qui ont été arrêtés, dont 3 étudiants, et qui ont été interdits d'inscription dans leurs universités respectives. Donc, ils se retrouvent dénués de ce droit. Après, on a
on a aussi l'accès au logement et l'accès au travail. Donc l'accès au logement, on va commencer par le cadre de la famille. Si quelqu'un, comme on dit, sort du placard, donc il est outé ou il dit qu'il est homosexuel, en général, il est rejeté par sa famille. Donc rejeté de la famille, donc rejeté du foyer familial, donc il se retrouve dans la rue. Sinon, c'est le propriétaire, en fait. Si une personne LGBT loue chez quelqu'un, elle se retrouve dans une certaine vulnérabilité. Le propriétaire peut la renvoyer à n'importe quel moment, indépendamment de la durée du bail, du contrat de location, il ne rend pas les cautions, et les personnes LGBT ne peuvent pas, bien sûr, porter plainte. Sinon, elles se retrouvent, elles, en prison. Pour l'accès au travail, c'est encore plus délicat, on va dire. Depuis l'entrevue ou l'entretien d'embauche, ils sont refusés sur délit de faciès. Donc on revient aux mêmes pratiques de certains policiers, donc d'agents de police qui font les arrestations. Après, on a des renvois abusifs ou les plafonds de verre. Donc on accepte de faire travailler un gay ou une lesbienne à condition qu'il ne soit pas visible, qu'il n'évolue pas de grade, ou carrément on le licencie pour ce cas-là. Une amie qui est d'ailleurs à Madrid pour ces conférences-là vient de subir cette renvoi abusif parce qu'elle défendait les droits des personnes LGBT, parce que ça s'est su au sein de son institution qu'il emploie, en fait. Donc tout ça fait que la discrimination et la violence qui s'exercent sur les personnes LGBTQI ne sont pas uniquement institutionnelles ou légales, mais qui rentrent dans la pratique courante, que ce soit du citoyen lambda qui va insulter, donc la violence verbale, ou de l'employeur, ou du médecin, ou du professeur, ou autre. Donc, et ce n'est pas le cas uniquement de la Tunisie. Comme ça, je vais en venir à un peu comparer dans la région MENA, donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Dans les autres pays, en fait, on distingue deux écoles, on va dire, les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies britanniques. Donc, pour les anciennes colonies françaises, on a des textes de loi qui sont similaires à la Tunisie, qui sont précis. Dans certains cas, en ce qui concerne par exemple l'homosexualité masculine, au Maroc, ils ont quasiment le même article, en Algérie aussi, en Tunisie, qu'on ne retrouve pas en fait chez les anciennes colonies britanniques comme la Syrie, la Jordanie, Irak et autres pays de la région. La tendance dans les pays ex-colonies françaises, c'est de mettre les gens en prison, les emprisonner. Donc une prison, une peine de prison qui va par exemple en Tunisie ça va jusqu'à 3 ans, dans d'autres pays ça peut aller jusqu'à 10 ans, ça peut aller jusqu'à à vie. Donc ça dépend de comment ça se passe dans le pays, de l'historique depuis l'indépendance. Après on a dans les colonies du Moyen-Orient, en fait comme les ex-colonies du Moyen-Orient, donc comme la Jordanie et la Syrie, c'est plutôt l'éloignement, donc un nafi, ça se dit en arabe, donc c'est interdire une ville ou un pays à telle personne parce que homosexuel. Et sinon, pour tout ce qui est loi qui criminalise l'homosexualité, ils ne vont pas avec une loi qui est précise. Ils parlent de pénalisation de tout rapport non naturel. Donc non naturel, comment les législateurs l'expliquent par exemple en Jordanie comme rapport extra-conjugaux, donc on parle de mariage, donc on parle de même sexe, donc pas de même sexe, donc de sexes différents, donc entre hommes et femmes dans un cadre de mariage, il faut que ces rapports-là soient procréatifs. Autrement, selon les juges jordaniens, ce n'est pas considéré comme un acte naturel, ce n'est pas un acte sexuel naturel. Donc tous les autres actes sont criminalisés. Après, bien sûr, il y a un acharnement spécifique sur la population vulnérable qu'est les personnes LGBT. Donc ça change au fait de part et d'autre de pays, ça dépend aussi de leur historique. Je prends l'exemple de la Tunisie.
en 1913, il y a eu le code pénal français, instauré durant la colonisation, qui parle de sodomie. Avant ça, il y avait, pendant le protectorat, le code de l'indigénat, qui condamnait exactement pareil pour la sodomie. Mais après, à l'indépendance en 1956, quand il y a eu l'écriture de la Constitution, il y a eu traduction en fait, du code pénal existant, avec amélioration, on va dire, ou restriction. En Tunisie, on a parlé avant on parlait de sodomie, et maintenant on parle d'homosexualité masculine et féminine. Au Maroc, ils parlent d'homosexualité tout court. En Algérie, ils parlent encore de sodomie. Donc ça diffère de la région, mais tout reste à peu près dans le même axe, avec bien sûr des spécificités de chaque pays. Il semble que dans les codes légaux, il y a une certaine obsession sur la question de la sodomie. Mais tout ça laisse à l'écart de nombreuses personnes, les lesbiennes, on ne parle pas des lesbiennes, de certaines d'autres réalités sexuelles. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu des problématiques spécifiques qui ne sont pas seulement les problématiques des hommes homosexuels, mais toute cette diversité qui est inclue dans toute cette question. Pour les personnes trans, je pense que j'ai parlé il n'y a aucune reconnaissance des personnes trans, ils ne jouissent d'aucun droit à partir du droit d'identité. Ils n'ont pas le droit à avoir des papiers officiels, que ce soit carte d'identité ou passeport ou extrait de naissance, qui témoignent de l'identité qu'ils ont choisie. Donc, je ne parlerai pas plus du reste des autres droits, je vous laisse imaginer. Pour les personnes bisexuelles ou pour les lesbiennes, il y a beaucoup comment dirais-je, il y a beaucoup en arabe, donc de restrictions de leurs droits. On essaie de les déstabiliser, quand même de les emprisonner, mais pas directement avec l'article 230, parce que pour l'homosexualité masculine, ils ont la sodomie et donc le test anal pour preuve. Pour les lesbiennes, il n'y a pas de preuve qui se fait spécifiquement parce qu'elles sont lesbiennes. Donc il y a le flagrant délit avec violation du domicile, bien sûr, arrestation et directement ils font faire bien sûr le test de virginité qui est un examen médico-légal qu'on condamne aussi fermement et qui fait partie des recommandations du mouvement. Après, on n'a pas de cas documentés ou médiatisés de filles qui ont été arrêtées selon l'article 230, en tout cas en Tunisie. Pas à ma connaissance, en tout cas je ne veux pas dire de bêtises. Mais on a des témoignages de filles qui étaient déjà en prison donc, et dont leurs peines ont été aggravées, donc augmentées d'une année ou de 2 années parce qu'elles ont été tenues en flagrant délit en prison avec d'autres filles. Là, on reconnaît l'homosexualité féminine, mais par exemple, au sein des prisons pour hommes, les pratiques de sodomie ou d'homosexualité masculine n'est pas plus condamné que ça. Au contraire, il les met dans une chambre à part pour amuser que ce soit les agents pénitentiaires ou les autres prisonniers. Donc c'est pour ça que c'est pas qu'on n'en parle pas, mais c'est pareil. Du moment où il y a l'article 230, il va être appliqué pour tous. Du moment où il y a le test anal, il y aura le test de virginité et autres. Du moment où il y a les arrestations selon le délit de faciès, il va y avoir bien sûr arrestation d'un gay efféminé ou d'une fille qui est masculine ou d'un trans ou d'une personne travestie qui se travestit juste, donc grosso modo voilà. Mais bien un truc, voilà, on va dire ça.
Je ne sais pas si vous, votre organisation, au moins quelqu'un dans votre organisation, vous essayez de lancer le débat social dans le domaine universitaire, peut-être parfois d'une façon un peu provocatrice. Donc même si c'est pour le mal, c'est bien d'en parler et d'exprimer ce qu'on pense par rapport à l'homosexualité. Vous croyez que ceci peut aboutir à un premier moment de réaction très négative, mais que sur le long terme, le résultat social pourrait être positif? Donc la question de l'homosexualité ou des droits des personnes LGBT suscite en général des réactions très agressives. Et du moment où on a une médiatisation, une apparition médiatique d'un des représentants du mouvement ou un commentaire de tel politique ou de tel député, directement, nous, sur le terrain, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une augmentation des agressions. On a des coups de tel qui viennent de partout. Telle personne a été agressée. Lui, il a été chassé de chez lui. Une autre personne a été licenciée. Donc, ce qu'on prône, en fait, c'est une visibilité qui soit calculée. Mais bon, on ne peut pas toujours calculer. S'il y a une arrestation, on doit la dénoncer. Donc, on ne va pas trop penser à ce qui va se passer après. Mais parce on doit le faire. C'est un travail qui doit être fait. La médiatisation est nécessaire dans tout mouvement de revendication. Après, j'ai oublié mon fil là. Pardon. Donc, pour les apparitions médiatiques, vous pouvez répéter la question, pardon. J'ai perdu le fil. No, Lo si siento. crees que, nada. ¿Hasta qué punto el buscar un poco esa voilà, exposición, esa provocación puede ser Donc, positivo? même si il y a ces réactions négatives d'agression ou d'actes homophobes le lendemain ou le jour même de ces apparitions-là, on ne peut pas nier que c'est grâce à ça que le débat est maintenant public. Qu'on en parle sur les plateaux télé, qu'on en parle au sein de l'Assemblée, qu'on en parle au sein des commissions des représentants du peuple, que certains officiels en parlent et que, voilà, déjà on ne peut plus nier l'existence des personnes LGBTQI dans le pays, que ce soit en Tunisie voilà, ou dans les autres pays arabes, mais aussi on ne peut plus nier une affaire d'arrestation. Donc quand on médiatise une arrestation, bien sûr, on protège la victime, on protège son anonymat, ses données personnelles. On ne doit pas la faire apparaître dans les médias pour qu'elle ne soit pas encore plus victime de discrimination après. Mais ces médiatisations sont nécessaires pour faire avancer les choses. Et ce qu'on remarque, en fait, au fur et à mesure de ces apparitions et de l'avancement de ces débats publics, on va dire, sur les droits humains des personnes LGBT, c'est que ça évolue. Avant, on parlait de perversion, de pervers, de malades. Maintenant, on parle d'homosexuels, ou de lesbiennes, ou de trans. On ne parle pas systématiquement de malades ou de débauches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit déjà cette évolution. Bon, c'est venu aussi avec un travail qu'on a fait depuis la Révolution avec certains médias pour les éduquer sur certaines terminologies qu'il faut utiliser et certaines terminologies qu'il ne faut pas utiliser pour que le discours dans les médias ou au sein des interviews et tout soit respectueuse des droits humains et entre autres des droits humains des personnes LGBT. Voilà. Je voudrais ouvrir un peu le débat au public. Quelqu'un peut-être a des questions à poser à notre invité. Sinon, vous pouvez y penser. Et vous parliez de ce travail pédagogique avec les médias, mais c'est vrai que les médias peuvent jouer un rôle très destructif, mais très positif aussi. Je ne sais pas quelle est votre expérience dans ce travail direct avec les médias. Justement, les médias, c'est une arme à double tranchant. Comme ils peuvent aider, comme ils peuvent rater leur article et engendrer des pas en arrière pour le mouvement et engendrer même des réactions d'homophobie et d'agression et tout. Donc la relation avec les médias reste un peu délicate et c'est pour ça qu'on essaie toujours
de faire une sorte de monitoring des apparitions médiatiques ou des articles, que ce soit écrits ou des émissions télévisées, ou même des productions de films ou autres de feuilletons, et de dire et de rapporter à cette instance ou carrément aller parler aux journalistes, donc aux médias, de comment ça doit se faire et pourquoi il ne faut pas faire ça. Ils ne sont pas tous réactifs, mais ça avance quand même. Hafez, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por... yo creo que, aunque a veces no lo parezca, haber tenido una charla en algunos momentos... Le fait d'avoir tenu un débat, c'est très rafraîchissant par rapport à d'autres discours. Et donc, en somme, quand on est dans cette dynamique de changement légal, il y a un travail en cours, c'est ce qui est important pour vous et pour nous. Donc, merci. Merci pour votre intervention, merci pour votre travail. On vous souhaite le meilleur succès dans cette tâche énorme que vous avez devant vous. Et j'espère que vous allez jouir de ce séjour à Madrid et des événements auxquels vous allez participer. Et merci, bien sûr, au public d'avoir venu.